Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un ouvrage de la collection Biologie moléculaire, Introduction à l'embryologie moléculaire de Jean Brachet, le célèbre biologiste, bien sûr, et l'inventeur du test de la mise en évidence de l'ADN. Voilà donc l'ouvrage Introduction à l'embryologie moléculaire. Cet ouvrage de 196 pages est fort intéressant par son contenu. Voilà, collection de biologie moléculaire, Introduction à l'embryologie moléculaire de Jean Brachet, professeur à l'université de Bruxelles, et cet ouvrage des éditions Masson ici. Voilà la table des matières, donc le chapitre 1er, comment naquit l'embryologie moléculaire. Chapitre 2, faits et hypothèses en embryologie. Le chapitre 3, les bases moléculaires de la gamétogénèse. Donc le cytoplasme pendant l'oogénèse, la couche corticale de l'ocyte, la distribution des ribosomes, la synthèse des protéines et la vitellogénèse, les mitochondries, le noyau, les vésicules germinatives de l'ocyte, la membrane nucléaire, les chromosomes, les nucléoles et le suc nucléaire. La spermatogénèse, la maturation de l'ocyte, généralité, la synthèse de l'ADN, la synthèse de l'ARN, la synthèse des protéines, rôle de la vésicule germinative lors de la maturation, facteurs de maturation et de pseudo-maturation. Chapitre 4, le changement moléculaire au cours de la fécondation, les changements physiques au moment de la fécondation, le problème de fertilésine, les changements biochimiques, la production d'énergie, le catabolisme des macromolécules et l'anabolisme des macromolécules. Fécondation et parthénogénèse, les anciennes théories de la fécondation et l'embryologie moléculaire. Chapitre 5, la biochimie de la segmentation, l'embryologie moléculaire des invertébrés, le chapitre 6, l'embryologie moléculaire des amphibiens, pour le chapitre 7, les interactions biochimiques entre le noyau et le cytoplasme pendant la morphogénèse, l'aspect biochimique de la différenciation, bien sûr, embryonnaire, et enfin donc l'embryologie moléculaire et la médecine. Voilà donc la préface de l'ouvrage. C'est un ouvrage écrit par Jean Brachet en hommage bien sûr à de grands maîtres de l'embryologie, Étienne Wolff et Louis Galien. Voilà donc quelques références bibliographiques. Biochemistry and Morphogenesis de Needham, Chemical Embryology de Needham également, l'œuf et les facteurs de l'ontogénèse de Brachet, la vie créatrice des formes également de Brachet, l'embryologie chimique de Brachet, Principles of Embryology de Waddington, les problèmes et les concepts de l'embryologie expérimentale de Louis Galien, The Biochemistry of Developments de Jean Brachet également, Introduction to Embryology, Alinsky, par exemple Embryologie de Houillon, Charles Houillon, Gene Activity in Early Developments de Davidson, Étienne Wolff, l'embryologie causale, Molecular Control of Cell Differentiation and Morphogenesis de Wasserman. Chapitre 1, donc comment naquit l'embryologie moléculaire. Voilà la bibliographie. Chapitre 2, les faits et l'hypothèse en embryologie, donc l'esquisse du développement normal et de son analyse. Ici le développement donc d'un œuf d'amphibien. L'effet de la centrifugation sur le développement d'un œuf de grenouille. La segmentation de l'œuf de mollusque. Ici donc, la représentation schématique de l'expérience de Driesch sur la régulation embryonnaire. La représentation schématique d'un œuf fécondé de grenouille. Et quelques concepts importants en embryologie. Carte de divers présomptifs de la jeune gastrula de batracien. Et la représentation schématique de la gastrulation chez les batraciens également. Voilà l'induction du système nerveux dans l'embryon du batracien. Ici, quelques théories, bien sûr, de la différenciation cellulaire de Thomas.
théorie de Thomas Morgan, le père fondateur de la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc, cette théorie est basée donc sur le fait de l'hétérogénéité du cytoplasme de l'œuf, et les noyaux, bien sûr, pendant la segmentation sont donc équipotentiels. Et lorsque les noyaux se trouvent placés, bien entendu, dans certains territoires cytoplasmiques, certains de leurs gènes seraient activés et deviendraient, bien entendu, fonctionnels. Et cette activation aurait pour conséquence de modifier le cytoplasme environnant, donc d'accroître encore son hétérogénéité. Et il en résulterait, bien sûr, l'activation plutôt d'une nouvelle série de gènes nucléaires. Ce jeu d'interaction entre les gènes et cytoplasme environnant finirait par conduire à la différenciation des cellules. Aussi donc les théories et les expériences de Briggs, King et Gordon, transplantation nucléaire, essayer de répondre à la question suivante. Les noyaux deviennent-ils génétiquement différents au cours du développement embryonnaire? Voilà donc les bases moléculaires de la gamétogénèse, donc l'ogénèse, de généralité, représentation schématique de l'ogénèse, le cytoplasme pendant l'ogénèse, la couche corticale de l'ovocyte, la synthèse des glycoprotéines acides, donc les mucopolysaccharides, la distribution bien sûr des ribosomes et des ARN. Voilà donc représentation schématique de distribution des ribosomes et le diagramme de sédimentation des ARN néosynthétisés des oocytes des xénopes à différents stades de l'ogénèse. L'injection ici de l'ARN messager 9 Svedberg de l'hémoglobine de lapin dans des ovocytes du xénope. Donc, est suivi donc de la synthèse d'hémoglobine de lapin, la synthèse des protéines, la villitogénèse. Voilà. Les mitochondries et le noyau, donc le vésicule germinative, plutôt la vésicule germinative de l'ocyte. Voilà ici donc la membrane nucléaire vue donc par le microscope électronique d'un oocyte d'un xénope et la représentation schématique du complexe du pore nucléaire, qui représente bien sûr une symétrie octagonale. Donc l'accumulation des lamelles annelées dans le cytoplasme d'un oocyte de xénope. Donc, on notera ici la ressemblance avec la membrane nucléaire et la régularité de l'empilement des lamelles. Donc ici donc les chromosomes. Donc dans les très jeunes oocytes du xénope, on observe au stade pachytène de la méiose un aspect très particulier du noyau. Les chromosomes appareillés sont surmontés par une coiffe compacte d'ADN qui représente bien sûr une série de particularités curieuses. Sa réplication suit d'une semaine celle de l'ADN chromosomique et elle dure près d'un mois. Il se colore par la méthode de UNA, coloration au vert de méthylpyronine, ou rouge violacé et non en vert, comme le font les chromosomes. Cette coloration violette n'est pas due à la présence d'ARN libre, car elle ne disparaît pas quand on digère les coupes histologiques de la ribonucléase. Il ne peut guère s'expliquer que par la présence de la coiffe, soit d'un ADN en simple brin, soit d'hybrides d'ADN ARN. Voilà donc. Chromosome ici plume vu en contraste de face. Représentation schématique d'un chromomère de la paire de boucles alternantes. Photographie au microscopie électronique d'une boucle, bien sûr, d'un chromosome plume de triton. Ici. Les nucléoles. Donc, photographie ici au microscopie électronique de l'un des 1200 nucléoles qui sont présents dans la vésicule germinative d'un oocyte de xénope au cours de la vitellogénèse. Donc, il est constitué d'une zone fibrillaire plus claire et entouré d'une couche volumineuse granulaire, bien sûr. L'ADN ici, donc des noyaux d'ocytes, séparés par deux pics de densité différentes après centrifugation.
Photographie donc ici d'organisateurs nucléolaires isolés à partir de nucléoles. Représentation schématique de l'organisation des gènes ribosomiaux dans les ocytes xénopes. Le cycle nucléaire. Spermatogénèse. Voilà, bon. La maturation de l'ocyte. La synthèse de l'ADN. La synthèse de l'ARN. Et la synthèse bien sûr des protéines. D'après les travaux de Smith et Ecker. L'effet de progestérone sur la synthèse des protéines dans l'ocyte du xénope. L'aspect au microscope d'une pseudo-maturation. Donc la membrane nucléaire s'est rompue au pôle apical et non au pôle basal comme dans une maturation donc authentique. Les nucléoles sont toujours présents dans le sucre nucléaire ou bien le nucléoplasme qui a déjà été envahi par les ribosomes. Les chromosomes ne sont pas condensés et ils demeurent invisibles, bien sûr. Voilà donc ici l'effet de l'AMP, le rôle de l'AMP cyclique, bien sûr, comme médiateur des effets hormonaux, ainsi que les protéines kinases. Ici donc le rôle de vésicule germinative lors de la maturation et les facteurs de maturation et la pseudo-maturation, donc l'effet de la progestérone notamment et les facteurs donc inhibiteurs de la mitose. Changement moléculaire donc au cours de la fécondation, généralité et description de la fécondation. Ici, description schématique de la maturation et de la fécondation chez les amphibiens. Représentation schématique des stades initiaux de la fécondation vus au microscope électronique. Les changements physiques au moment de la fécondation. Ici, donc, la variation du potentiel de membrane avec des modifications de la composition ionique, notamment en calcium et en potassium. Et la pénétration, bien sûr, des ions K+ dans les œufs augmente très fortement. Le problème de fertilizing, ici. Les changements biochimiques, donc la production d'énergie. Donc, la variation de la teneur de la cytochrome oxydase, de l'ADP, variation de la consommation d'oxygène au cours de la maturation de la fécondation et d'un œuf d'oursin, le catabolisme des macromolécules ici, la synthèse des macromolécules, ici donc la centrifugation d'un œuf vierge d'oursin dans un milieu de même densité isopycnique. L'apparition donc des protéines sulfohydrylées solubles dans le chlorure de potassium peu après la fécondation et la diminution de la teneur des groupements sulfuryles protéiques, bien sûr, atteindre un minimum plutôt au cours de la métaphase. Ces changements dans l'équilibre groupement sulfuryl pont covalent bisulfure donc jouent un rôle important lors de la division des œufs d'oursin. Ici, la synthèse des macromolécules, la synthèse des protéines, il est suivi donc par le marquage radioactif par la radiographie, surtout par la méthionine radioactive. Ici, la centrifugation d'un œuf vierge d'oursin dans un milieu de même densité est suivi donc d'une sédimentation des enclaves de l'œuf en fonction de leur densité. Donc l'œuf ici s'allonge, il prend une forme en bâton de cloche et se coupe finalement en une moitié légère nucléée et une moitié lourde à nucléer. Aussi donc il faut mentionner donc le rôle des mitoses asymétriques où il y a une équipartition donc inégale des constituants cytoplasmiques. Aussi donc le rôle de l'estérification donc des estérases, l'estérification bien sûr des protéines et l'estérification surtout des ARN. Aussi le rôle de méthylation surtout de la guanine, la phosphorylation et l'acétylation des histones. Donc, la fécondation et la parthénogénèse, les anciennes théories de la fécondation et l'embryologie moléculaire.
Chapitre 5, donc, la biochimie de la segmentation. Représentation schématique des divers modes de la segmentation ici. Radiaire, égale et totale. Partielle aussi. Spirale, inégale et totale. Et superficielle. Quelques particularités de la segmentation. Voilà. La biochimie de la segmentation est l'appareil mitotique ou bien achromatique. Voici l'appareil mitotique isolé est à partir d'un œuf d'oursin en voie de segmentation. En contraste de phase, on voit donc les astères qui entourent les centrosomes, le fuseau et les chromosomes en anaphase. Ici la production d'énergie. Voilà donc. Et la synthèse de l'ADN, la synthèse des ARN, le contrôle de la synthèse de l'ADN et des ARN, et la synthèse des protéines. Ici la formation du sillon de division. Voilà. Le chapitre 6, donc l'embryologie moléculaire des invertébrés, généralité. L'œuf en mosaïque. Ici la distribution des mitochondries et des gouttelettes lipidiques dans l'œuf Dianassa, donc c'est un mollusque en voie de segmentation. Donc la figure A, c'est le début de premier clivage. Le lobe polaire se dessine au pôle végétatif. Le stade 2, donc les blastomères, donc, montrant les blastomères A, B et C, D, la formation du premier quartet de micromère et la distribution après la formation du blastomère 4T qui donnera naissance au mésoderme et à l'endoderme, d'après donc Clément et Lehmann. Voilà ici la distribution du mitochondrie au cours du développement d'un œuf d'acidie. L'œuf d'oursin, ici la synthèse des macromolécules après le stade blastula et les bases biochimiques de la différenciation bien sûr cellulaire. Ici la segmentation de l'œuf d'oursin, la représentation schématique des expériences de Haustardius, section équatoriale d'une morula, la moitié animale isolée donne naissance à une blastula hyperciliée. L'addition de 4 micromères à cette moitié animale permet d'obtenir un plutus normal. Ici les embryons végétalisés. Voilà. Donc la respiration d'œufs d'oursin normaux est traitée par le chlorure de lithium. Donc il est possible d'obtenir des larves animalisées ou végétalisées sans devoir couper les morulas en deux. Donc, par l'addition donc du chlorure de lithium à l'eau de mer provoque la végétalisation. Aussi donc le chlorure de zinc cause l'animalisation. Ici donc les gradients de réduction dans une blastula d'oursin colorée vitalement par le ver Janus. Ici donc l'œuf des insectes. Voilà. Ici donc les références bibliographiques. Ici l'embryologie moléculaire des amphibiens, généralité. Le croissant gris, le changement biochimique à la gastrulation, dissection d'une jeune gastrula en différents fragments avant la mesure de la consommation d'oxygène. Les substances inductrices du Spemann, Hans Spemann, c'est un prix Nobel de médecine en 1935, est un grand embryologiste, bien sûr allemand. L'effet in vitro des protéines inductrices sur la différenciation de fragments d'épiblastes provenant d'une jeune gastrula d'amphibien. Synthèse des macromolécules en induction neurale. Synthèse des macromolécules et l'induction neurale. Donc on sait déjà que dans le blastula, les ribosomes et les polysomes sont distribués suivant le gradient initial de polarité animal-végétatif, c'est-à-dire céphalocodal. Et à ce stade, tous les noyaux synthétisent la même quantité d'ARN et en jugé par bien sûr l'autoradiographie. Cette même technique montre que la situation change au cours de la gastrulation. La synthèse des ARN s'amplifie dans des groupes de noyaux situés dans la moitié dorsale, c'est-à-dire le neuroblaste et le chordoblaste de la gastrula. Et des expériences ont comparé, bien sûr,
l'incorporation des précurseurs, donc, le CO2 radioactif, l'uridine et les acides aminés, dans les moitiés dorsales et ventrales de ce gastrule-là. Et par voie biochimique, conduisent bien sûr à la même conclusion. La synthèse de macromolécules est plus intense dans la moitié dorsale que dans la moitié ventrale. Les techniques d'hybridation moléculaire ont également, d'ADN à RN, ont également montré qu'ils se synthétisent pendant la gastrulation des espèces nouvelles des ARN qui sont bien sûr les micro-ARN, qui jouent un rôle bien sûr dans la gastrulation, donc au cours des mouvements cellulaires et le début de l'induction neurale. Donc ces micro-ARN, bien sûr, ils jouent le rôle bien sûr comme des répresseurs, des activateurs des gènes bien sûr, dans la différenciation cellulaire. Voilà. Ici le mode d'action et les dimensions de l'agent inducteur. Présentation schématique des gradients de synthèse et de distribution des protéines et des ARN dans les embryons des batraciens. La distribution des ribosomes dans l'œuf fécondé suivant un gradient animal-végétatif. Les mécanismes moléculaires des mouvements morphogénétiques. Voilà le chapitre 8, les interactions biochimiques entre le noyau et le cytoplasme pendant la morphogénèse pour le fragment anucléé. Ici donc en chapeau d'Acetabularia mediterranea, ils sont typiques donc de cette espèce et leur morphologie est déterminée bien sûr par des gènes nucléaires. Voilà, distribution des gradients de substances morphogénétiques dans l'Acetabularia. Les hybrides létaux, la production d'énergie, la synthèse des acides aminés et des acides nucléiques plutôt et des protéines, hybrides entre amphibiens, mutants provoquant un arrêt bien sûr précoce du développement. Voilà donc la fin du chapitre 8. Donc le chapitre 9, l'aspect biochimique de la différenciation embryonnaire, donc la généralité. Ici donc la différenciation cellulaire dans un embryon de batracien, les cellules cartilagineuses et les cellules musculaires. Voilà les cellules en lettre M, donc c'est les cellules musculaires. Les cellules C, ce sont les cellules cartilagineuses. Aussi donc les expériences de Gurdon, prix Nobel de médecine avec Yamanaka en 2008, il montre que les noyaux prélevés aux cellules de divers tissus adultes permettent une différenciation complète de l'embryon après transfert dans un œuf vierge énucléé. Donc c'est une amplification sélective bien sûr des gènes qui codent la synthèse des protéines caractéristiques d'un tissu. Alors c'est la base bien sûr du clonage bien sûr reproductif qui a été appliqué donc aussi dans chez les mammifères. C'est les affinités tissulaires, les greffes et l'action d'extrait d'organes et les expériences bien sûr sérologiques. C'est donc les recherches enzymologiques de Jacques Monod et de Saul Spiegelman. Donc, la différenciation donc, pourrait ici résulter de l'induction ou de la répression de la synthèse d'enzymes par la présence de leur substrat ou de leurs produits de réaction donc, dans un territoire bien défini de l'embryon. Protéines de luxe, la bromodéoxyuridine et l'hybridation bien sûr cellulaire, c'est les expériences de l'hybridation cellulaire. Les chondroblastes bien sûr observés au microscope à contraste de phase. Ces cellules donc sont situées dans la zone centrale d'une culture clonale âgée de 3 semaines, ont un aspect bien sûr épithéloïdal. Régulation de l'activité génétique et différenciation cellulaire. L'embryologie moléculaire bien sûr et la médecine. L'application dans les traitements et le diagnostic des maladies héréditaires, dans le diagnostic bien sûr des malformations congénitales, dans les thérapies bien sûr moléculaires et dans les manipulations bien sûr génétiques de l'embryon, ainsi que dans le transfert des embryons, dans la fécondation in vitro, dans la réplication embryonnaire et ainsi de suite. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage de 197. Nous espérons que cet ouvrage donc
soit très instructif et soit très intéressant pour tout qui s'intéresse bien sûr à l'embryologie moléculaire en particulier et à la biologie moléculaire en général. Merci une autre fois de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter encore et encore des ouvrages fort intéressants de biologie, de biochimie, de biophysique, de chimie et notamment de la physique. Merci et au revoir.